Bonsoir à tous, très très content de vous retrouver pour un premier live pilote, comme on dit, donc cette année, notre groupe Endurance Live. Alors vous le savez évidemment qu'on suit beaucoup de championnats, notamment les championnats du SRO, le FFSA GT, GT4 European Series, GT4 pardon, excusez-moi. Voilà, donc plein de championnats. Et ce soir, on est très très ravis d'avoir avec nous Grégory Guilbert, qui a gagné quelques titres cette année. On va en parler tout à l'heure. Bonsoir Grégory, Ouais, bonsoir Jeff. comment vas-tu? Bah écoute, bien. Bon, c'est l'hiver, hein, bon, les fêtes sont passées, on commence à se tourner vers la saison, préparer les objectifs 2022. Donc voilà, il reste encore pas mal de boulot entre les partenaires, le team, le choix du coéquipier, tout ça. Mais voilà, on attaque le bon. Voilà, les fêtes sont passées et on se remet la tête dans la course. Exactement. Alors, je te souhaite évidemment une belle année pour toi, ta famille, tous ceux qui t'entourent, et puis bah, que les titres continuent de s'accumuler. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc ça serait une bonne chose pour toi, même si t'as pas trop de soucis pour ça. Depuis quelques années, ça fonctionne plutôt bien en GT4. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou peu, on va redécouvrir un petit peu Grégory ce soir. Mais comme vous le savez tous, il a piloté longuement avec Audi et notamment son équipe Saint-Eloc Racing. Voilà, les Stéphanois. Greg, première question que j'ai à te poser. Euh, on va parler évidemment ce soir un petit peu de karting, on va parler de ta saison en GT4, on va parler un petit peu de GT3 aussi, puis je te posais quelques questions sur l'avenir de l'endurance en fin de live. Euh, comment t'es venu? On pose la question à tous ceux qui viennent nous voir. Comment t'es venu cette passion du sport auto? Ouais, donc moi, c'est vraiment mon oncle qui m'a baigné dedans. Il faisait les 24 heures du Mans, le bol d'or, tout ça, tout ce qui était course d'endurance en moto. Donc j'ai sillonné la France, l'Europe, au bord des murets. Avant, il n'y avait pas de plexiglas et tout. On était vraiment proches et on panotait encore à la main, hein. Les motos, c'est comme ça. À Spa, en bas du Rédillon. Enfin, plein de souvenirs. Donc c'est grâce à mon oncle si je suis venu principalement dans le sport mécanique. Et puis mon père aussi voilà, qui est passionné de ce sport et qui m'a permis d'accéder à mes 12 ans en karting il y a quelques années maintenant. Voilà. Et si je me trompe pas, t'as eu quand même pas mal de titres en kart. Ouais, carte donc attaqué assez tardivement quand même. Voilà, je vais faire un petit clin d'œil. J'ai commencé parce que j'ai perdu ma mère assez jeune, à l'âge de 12 ans. Donc ça, c'est une sacrée confidence pour tout le monde. Mais voilà, c'est ce qui m'a. Voilà, mon père m'a acheté un premier kart, c'était 3 000 francs à l'époque. J'avais ses gants de moto avec les picots en cuir, un casque 10 fois trop grand qui me cachait un œil. Donc voilà, ça, tu vois plus les jeunes commencer le kart maintenant comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai commencé. Et puis après, bah, j'ai pas décroché, vraiment un pur passionné. Et puis c'est vrai, comme tu le dis, bah, après, j'ai acquis quelques titres, voilà, de manière très modeste, hein. J'ai une petite carrière dans le sport automobile, mais j'ai les clés de ce sport. Et c'est vrai que je continue à progresser dans ces catégories-là, karting que j'affectionne tout particulièrement. Exact. Alors, sans faire de confidence à mon tour, mais un petit peu quand même. Elle aurait dû être avec nous ce soir, mais on l'embrasse très très fort. Pour des raisons professionnelles, elle n'a pas pu venir. C'est Virginie Le Pichon qui elle, n'a pas un groupe Facebook d'endurance, mais lié au karting, Karting Live. D'ailleurs, je vous invite à... Elle est avec nous là, elle regarde un petit peu. Voilà, donc allez-y sur son groupe, vous abonnez. Quand j'étais chez elle, je lui ai rendu visite un jour et puis j'ai feuilleté. Elle a ton âge, voilà, donc 38, 39 ans ou un petit peu moins, je sais plus. Mais Virginie, elle m'a fait feuilleter ses grilles de temps quand elle était très jeune. Et il y avait du beau monde quand même autour de vous déjà, Greg. Ouais, Il y bien avait sûr. il y avait des Duval, par exemple. Ouais, exactement. Pardon. Peut-être un petit clin d'œil à Virginie, un petit coucou. Je la Ouais. connais depuis tout môme. En plus, on a commencé dans un team de régional, hein, qui était à Melun exactement, le team GP Kart. Ouais. Donc elle excellait en National 100 à l'époque. Moi, j'étais tout petit, je faisais du Promo 2. Donc c'était une catégorie un peu antichambre de promotion, pas très coûteuse, mais voilà, on était nombreux, fallait faire les ligues, on était plus de 120 pilotes dans les ligues. On devait se qualifier pour aller au championnat de France. Donc non, c'était vraiment une belle époque. Ouais. C'était un petit peu. On peut dire que c'était un petit peu old school. Parce Ouais, qu'aujourd'hui,
Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte très très cher le kart. On va pas forcément épiloguer là-dessus, mais c'est une époque où c'était quand même relativement abordable et c'était encore un petit peu familial, peut-être. C'est ça que je voulais dire. Ouais, bien sûr, c'est vrai que maintenant, tu as pleinement raison. Si tu veux, quand tu refais du kart, il faut vraiment avoir la passion de la machine. Déjà, ça coûte extrêmement cher quand même maintenant par rapport à mes débuts. Et au-delà de ça, il y a des choses qui n'ont pas forcément progressé quand tu extrapoles entre le sport auto et le karting. Mais malgré tout, c'est une étape obligatoire, essentielle, si tu veux un jour espérer vivre de ce sport ou au moins exceller dans ton sport. Donc non, c'est une étape incontournable. Et le milieu du karting, que j'affectionne énormément, c'est vrai que les têtes, il y a peu de renouvellement. Et le vivier, est quelque peu épuisé de par voilà, ces budgets qui sont grandissants d'année en année. Donc ça me fait un peu mal au cœur. Donc c'est pour ça que je continue à participer à certaines courses par pure passion et pour entretenir ce sport que j'affectionne. Exactement. Roman Didier, que je remercie déjà d'avance de nous avoir aidé à monter ce live. Roman qui me disait en off, cette année, tu as roulé en long circuit. Ouais, c'est ce qui m'a fait reprendre le kart en fait, parce qu'à un moment, tu sais, tu as la vie active, Ouais. donc moi, toujours passionné, quand on me dirait, si tu choisis entre le karting et le sport auto, moi, c'est le sport auto qui me manquerait plus, parce que tu as cette notion de vitesse, t'as pas le côté bestial du karting, mais tu as cette notion de vitesse que j'ai pas assez en kart. Euh, mais, euh, mais tout ça pour en venir, je sais plus où je voulais en venir, euh, je sais plus, c'était quoi ta question, Jeff? Excuse-moi, j'ai Non, perdu. je disais, tu as fait des épreuves de long circuit cette année en Ah oui, KZ2. donc Ouais. ouais, c'est le long circuit qui te permet de continuer ton sport parce que c'est nettement moins exigeant, c'est une tactique de course. Tu as des aspi, c'est des jeux, faut pas être dans les deux, trois premiers, dans les trois, quatre derniers tours, tu vois, c'est vraiment de la stratégie et tu as moins le côté physique et donc tu n'as pas besoin de t'entraîner tous les week-ends pour gagner des courses. Et je l'ai prouvé ces dernières années en étant trois, quatre fois champion de France. Ouais. Donc On va en reparler, oui. donc voilà. Et ouais, c'est magnifique. Mm. T'es passé du karting après, je dirais presque pas directement au GT. Tu as couru dans des catégories, comme on dit, de support, c'est ça, avec Peugeot notamment. C'est quelque chose qui a été important pour toi pour arriver au GT justement après? Ouais, c'est pareil. Après, il y a un moment. En résumé, j'ai commencé un peu tard le kart. Donc, du coup, je commence un peu tard le sport auto. Et puis après, tu as deux écoles. Soit tu as les moyens et tu peux gravir les échelons de la monoplace. Et non, moi, j'ai commencé assez tardivement parce que tellement passionné par le KZ, par le 125 et le kart. Du coup, j'ai commencé par les coupes de promotion en 2002, ma première course, en Peugeot 206 CC. C'était un Ouais, 1600 avec 5 vitesses là. ouais, Et en donc, croix. au début, franchement, ma première saison, j'avais fait que trois courses et j'avais commencé par Pauville. C'était j'étais juste apeuré. Il y avait 40 caisses au départ. Et donc, euh, et donc voilà, les deux, trois premières courses. Après, je me suis retrouvé à Albi sur le vieux tracé qui était quand même assez exigeant et rapide. Et donc voilà, 2002, trois expériences. J'ai dit non, ben, je vais refaire du kart. Et puis après, bah, la vie active te fait dire non, le sport auto te prend quand même moins de temps, moins d'engagement que ce que je mettais en karting. Et du coup, bah voilà, j'ai persévéré et ça s'est avéré être gagnant. Ouais. Mm. Mm, mm. Euh, Comment ça s'est fait cette intégration au team Saint-Éloque, Et Saint-Éloque, alors c'est une longue qui histoire. est ton équipe de toujours, voilà. Ouais, Ouais, moi j'avance tout dans la fidélité, ce que j'ai fait en kart, ce que j'ai fait en voiture. Sébastien Chétaille, ouais, donc le président de Saint-Éloque Racing, que je salue, s'il regarde, voilà, je me battais contre lui dans les années 98, 99, 2000 en KZ, parce que c'était un grand pilote. Donc voilà, il était lui-même vendeur de voitures. Et à côté de ça, il faisait des courses de cartes à haut niveau, championnat d'Europe, championnat de France. Et donc voilà, on s'est battu l'un contre l'autre. Quand j'ai pu, bah, lui, il a monté son écurie tout doucement. Et notre première expérience, c'était en Clio Cup, c'était la Clio 3.
C'était la course nocturne, la Manche au Mans. Et il me semble que c'était 2007. Et de suite, on était aux avant-postes. Je me rappelle, j'étais P3, entre P1 et P3, et on fait l'embrayage. Mais non, c'était une belle, voilà, un premier jet avec lui. Et puis après, on ne s'est pas quitté depuis 2010. Exactement. Ça fait presque, ouais, ça fait 12 ans. Ouais. 12 ans déjà. Ouais, Mm. ouais. Alors, je te disais tout à l'heure en off, Grégory, que j'étais tombé amoureux vraiment, vraiment, vraiment du GT en 2019. Voilà, tout le monde le sait, j'adore le Paul Ricard, évidemment, c'est pas loin. Et je vais voir le Blancpain. Je savais que ça existait, évidemment, mais je vais voir le Blancpain en vrai et je me dis, waouh, c'est quand même terrible ces courses de GT, de par le bruit, de par l'ambiance, de par cette organisation SRO qui est vraiment au top niveau. Et toi, tu as participé justement à ces courses-là avec Audi, bien sûr, avec en GT3. C'est quand même presque le haut du panier, évidemment, des compétitions GT. Tu as fait quand même pas mal de courses. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là et pourquoi tu étais concentré ensuite sur le GT4? Ouais, donc GT3, donc je l'ai attaqué hein, donc en 2010. Ouais, 2010, donc c'était ma première année sous contrat Peugeot Sport. Euh, donc voilà, n'ayant pas de GT, mais ils se confrontaient quand même l'un et l'autre au 24 heures du Mans. Du ouais, coup, j'ai attaqué, c'est l'une des seules années que j'ai pas roulé chez Saint-Éloque, parce que j'ai attaqué avec comme coéquipier Grégoire de Moustier sur l'Aston Martin chez Lompèche Sports, LMP. Et donc voilà, pourquoi le Blancpain, pourquoi le GT3? Bah, ça me tenait à cœur, c'est des belles machines. Les coupes de promotion, elles sont essentielles, mais pour moi, après, j'en ferai pas une carrière. Et non, elles sont tellement belles, ces voitures, tellement performantes. Et puis voilà, grâce à des gens comme Sébastien, on a commencé par des programmes, certes, pas idylliques, mais humainement très sympas. Chaque saison a été différente, et même si elle n'avait pas été couronnée d'un titre, c'était une saison extraordinaire. Donc chaque saison ont été super. Et donc, parce qu'il ne faut pas oublier le pro amateur, l'aspect budgétaire tient quand même par l'amateur, même si bien moi j'ai sûr. toujours ramené un bout de budget pour s'ouvrir ma passion. Et donc, du coup non, l'étape GT3, elle était extraordinaire jusqu'en 2014. Après, moi, peu à peu, j'ai reculé dans le sport parce que de plus en plus coûteux, Saint-Éloque de plus en plus armé, on va dire, de plus en plus aidé par Audi Sport, donc à détacher ses pilotes usines. Donc voilà, la victoire qu'ils ont eue au 24 heures de Spa leur a permis d'avoir une voiture officielle par la suite. Et donc, je suis sorti tout doucement de l'échiquier. Mais voilà, le GT4 me permet à nouveau d'exister dans ce sport. Alors certes hein, c'est une voiture qui roule en une dizaine de secondes moins vite par circuit autour, mais ça reste une super voiture, des belles courses. On est extrêmement nombreux sur les grilles. Donc c'est ça que j'aime. Alors que l'RGT3 dans notre championnat national, on tombait à peine une quinzaine de voitures. Donc voilà, chaque saison a été exceptionnelle. J'étais jusqu'à la fin du GT3 en France, on va dire. Et puis après, bah, voilà, j'en suis sorti tout doucement. Ouais. Je vais te poser une question un petit peu indiscrète, je t'ai écouté attentivement. Euh, Est-ce qu'il n'a pas été question à un moment donné, peut-être que Grégory Guilbert aille vers, je sais pas comment on dit, vers une carrière professionnelle? Est-ce que c'est ton métier que tu as à côté, bien sûr, qui a pris le dessus, c'est ça ou pas? Est-ce que Audi t'a approché pour éventuellement devenir pro? Est-ce que Non, ça a été fait ça ou pas? non, alors, Ou c'était je une pense, possibilité? Ouais. je pense que je suis un poil feignant. Non, non, mais C'est bien de l'admettre. ouais, non, Ah, je t'embête. il y a un paquet d'exemples autour de moi qui ont peut-être même eu moins de chance que moi et qui ont eu une meilleure carrière et d'autres une moins bonne carrière. Mais, euh, mais tout ça pour te dire, non, faut croire en ses rêves. Et moi, j'ai pas assez cru en moi et en mes rêves. Je suis un peu comme ça c'est en moi. Et si 2014, c'était l'année exceptionnelle l'une de mes meilleures saisons. On finit 3 du Blancpain, endurance. On manque de gagner le championnat overall. J'étais associé à Stéphane Ortelli et deux pilotes usine Audi. C'est moi qui qualifiais. J'étais
pas le pilote référent, mais j'étais le seul sans contrat et moi qui avais la petite pointe de vitesse supplémentaire. Mais le lion de tout ça, c'était un Steph Ortelli qui était extraordinaire, qui était fin de carrière. Et c'est là, euh, c'est là que j'admire des gens comme Stéphane Ortelli, c'est que lui, il a un vrai palmarès, une vraie carrière. Moi, je suis petit dans ce sport et c'était le lion pour que voilà, Sangstrom, il était conditionné à faire le départ. Moi, j'étais conditionné à qualifier en Q3. Avant, c'était le troisième pilote qui qualifiait la voiture sur la grille. Je finissais les courses. À part Aspa, c'était Sangstrom qui avait fait la qualif. Donc voilà, ça, c'était une année juste idyllique et extraordinaire. Mais voilà, on le fait pour soi et c'est passé. Maintenant, je suis en GT4 et content d'être en GT4. Ben oui, et comment? Exactement. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc, Willy, qui évidemment réalise des émissions ce soir, qui il est avec nous, me relaie en Messenger vos questions que vous posez dans le chat à Greg. Ils ont l'habitude, en fait, je n'ai plus besoin de le dire. Ils posent des questions. Voilà, donc tout à l'heure, en fin d'émission, j'en reprendrai quelques-unes et puis on les posera à Greg, évidemment, puisque certaines ne sont pas forcément avec le sujet en cours. Donc, ne vous inquiétez pas, Magali, Christophe, Virginie Le Pichon, pour pas la nommer. On posera les questions à Greg tout à l'heure. Voilà. Moi, ce que je retiens quand j'ai découvert le GT de manière très précise en 2019, et puis que j'ai découvert aussi le FFSA GT, je suivais pas forcément de très très près. Voilà, je tombe sur des articles, je regarde un petit peu ce qui s'est fait ces dernières années. Et quand Alban me propose de traiter l'endurance et notamment le GT, le SRO, pour le groupe Endurance Live, donc notre groupe Facebook, et ben, une des premières choses que j'ai fait, c'est aller regarder ce que vous avez fait avec Fabien. Voilà. C'est pas parce que tu es là, Grégory, mais c'est la vérité. Et je dis, tiens, cette année, troisième titre en jeu pour eux d'affilée. Donc 2018, 2019, 2020. Avec Fabien Michel, vous êtes champion de France Pro-Am. Voilà, ce qui est pas rien. 3 années de suite. Et alors, je vais pas raconter ma vie, c'est pas ça ce soir. Le but, qu'est-ce qui a fait que cette mayonnaise a pris avec Fabien, que j'ai eu la chance de rencontrer cette année? Qu'est-ce qui a fait que ça a pris? C'est évidemment un team qui est très bon, un coéquipier qui, à mon avis, est très fusionnel avec toi. Peux-tu nous expliquer comment on fait pour être 3 fois champion de France avec un plateau très relevé, avec une Audi qui, certes, a des bonnes performances, mais autour, il y a quand même aussi beaucoup de GT4 performantes et de très beaux équipages. Comment on fait pour être 3 fois champion de France de suite? Ouais, donc déjà, c'est inédit, hein. C'est Euh, inédit, vous êtes les seuls. Ouais. je vais revenir un petit coup en Je t'en GT3. prie. Déjà, Audi n'ont jamais eu de titre, hein, en GT3 en championnat de France du temps de la R8. C'était la première apparition, c'était en 2008, je m'en souviens, c'était à Dijon par là, la première ère des nouvelles GT3. Euh, et donc, malgré tout, ils avaient un super binôme, hein. Il y avait quand même Ortelli avec Hallyday. C'était sur le papier à l'époque ce qui se faisait de mieux en championnat de France quasiment. Et ils n'ont jamais été champions. Moi, j'ai failli l'être en 2014 avec David Hallyday. Donc voilà, on avait fini troisième, mais ça s'était joué à rien. Et donc, comment on fait pour être 3 fois champion de France? Bah, tu vois que c'est déjà le parcours, il est long parce que donc depuis 2010, je erre dans ces paddocks de GT3 et GT4. Et non, Fabien, on s'est connu du temps de Jean-Claude Ruffier, que je salue aussi. C'est l'un des seuls teams avec qui j'ai fait une infidélité à Saint-Éloque, on va dire. Et il m'avait permis de rouler avec Fabien Michel, connaître Fabien Michel, sur la voiture de Georges Cabane, qui nous avait associés. Et c'était lui qui était le lion de tout ça. Donc Georges Cabane, Fabien Michel et Greg Hilbert. On avait fait 2, 3 courses ensemble en blanc pas endurance. Et donc c'est là que j'ai appris à connaître Fabien. Et puis est venu le GT4 en 2015. Il n'y avait pas d'Audi, on a attaqué avec une Porsche. Et je regardais de près ce que faisait Fabien avec Georges, parce que c'était deux amis à moi. Et, euh, et je me suis dit, un jour, si Georges réitère pas et renouvelle pas une saison, bah, il faut qu'il cautionne. Et je veux absolument rouler avec Fabien. Et c'est ce qui s'est passé en 2016, c'est ça? Non, 2017, pardon. Et donc voilà, Fabien,
c'est fusionnel. Dès la première course, c'était pas évident pour lui parce qu'il sortait d'une Ginetta, voiture plus agile. Il avait très peu d'expérience en GT et il avait tout à gagner, la confiance aussi du team. Moi, c'est ma famille, hein, Saint-Éloque. Les mécanos, les machins, même s'il y a un peu de turnover, ça reste ma famille. Et donc, dès Nogaro, la mayonnaise a pris, ça a fonctionné. Et puis après, bah, pour être champion 3 fois, 4 fois, 10 fois, cette année, on est passé à côté et j'en suis en partie responsable et on est responsable tous les deux. C'est parce que tu perds vite des petits points et les petits points sont cruciaux et voilà, si l'autre a fait une petite erreur, bah, c'est pas grave. Si toi, tu as fait une erreur, c'est pas grave. C'est comme un couple. Faut avoir confiance en l'un et l'autre et puis éviter de faire des erreurs. Tu l'as dit, l'Audi, pour moi, sur le papier, c'est une excellente voiture, mais il y a en face de nous des très très belles voitures. Et donc te dire si c'est mieux, moins bien que les autres, non, je pense chacune ont ses particularités. Oui, Et l'Audi, je connais tous les travers de l'Audi. Ce qui me fait continuer avec cette voiture-là, moi, c'est plus le team que la voiture. Et donc voilà, vu que le choix et le support et derrière Saint-Éloque, c'est Audi, eh bien, on prend les travers, il y a les points positifs et les points négatifs et on essaye de faire abstraction de tout ça. Et notre mission, nous, c'est pas faire d'erreur, bien s'entendre et puis essayer d'emmener la voiture le plus haut possible. exactement. Alors, je te remercie pour tous ces détails, c'est super intéressant. Je dirais pas qu'on est des puristes sur le groupe, c'est pas ça. Mais il a beaucoup de membres, on est 17 000 presque. Il y a beaucoup de membres qui sont très intéressés, comme Nathan par exemple, à la technique. Voilà, à la technique. Donc Hugo Chevalier par exemple, il a été très sympa avec nous. Il a détaillé le comportement de la Lamborghini Huracan GT3 à Spa. Voilà, quand on l'a eu en live. Donc ça, il y a que le pilote qui peut le raconter. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Euh, Cette Audi R8 LMS GT4, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je dirais, allez, ses points négatifs et positifs. Alors, peut-être que chaque pilote a son ressenti aussi, hein. Peut-être que Fabien dirait pas la même chose que toi, parce que vous avez votre façon de piloter, j'imagine. Allez, on va commencer par les points positifs. Qu'est-ce que tu lui trouves de positif à cette GT4? Qui a un très beau son d'ailleurs, hein, pour ceux qui. Ouais, voilà. Moi, Ouais, après, bah, j'aime déjà le look hein, de l'Audi R8. C'est une vraie GT. Euh, Malgré tout, qui dit vraie GT, GT4, c'est quand même des voitures issues du monde de la série. Il y avait des voitures comme du temps de la BMW ou de la Ginetta, des voitures plus légères. Donc voilà, c'était l'une des premières vraies GT, on va dire. Il y avait la Porsche, mais Audi a fait partie des premières GT. Et donc, le point positif, c'est son côté un peu racé, un peu compact. Euh, euh, et, 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 et après, quel point positif? Non, putain, ça fait tellement d'années que ça je paraît pourrais tellement vraiment évident. dire. Non, si mon choix, si un de mes choix, et pour que je reste fidèle, c'est qu'on a un vrai support quand même du constructeur. Et ça, pour moi, au-delà des points positifs dans le feeling de conduite, euh, c'est une voiture extrêmement fiable avec un vrai support technique derrière, chose que tous les autres constructeurs n'ont pas forcément. Et ça pèse lourd dans ma prise de décision au niveau du choix de la voiture. Ça marche. Alors justement, il y a une question de Magali Fouquet que je prends au vol sa question, parce qu'elle a un rapport avec ce que tu viens de dire, Grégory. Alors elle dit quel est ton circuit préféré, ça tu veux nous le dire. Et je vais transformer un peu sa question, ou tu peux répondre aussi à sa question, mais moi j'en rajoute une autre. Sur quel circuit français cet Audi GT4 R8 LMS se comporte le mieux? Ça, c'est sûr et certain, c'est facile pour moi à répondre. Et j'adore cette date, elle est un peu. Avant, c'était la rentrée, c'est Manicourt. Manicourt, elle est juste parfaite. Ouais. Euh, Tout au niveau des rapports, enfin, c'est le circuit qui lui convient le mieux en championnat de France et de loin, quoi. Elle est juste parfaite. Par contre, j'avais D'accord. pas entendu sa question. Oui, je vais te la répéter, il n'y a pas de souci. Quel est ton circuit préféré? Ah, d'accord. Circuit préféré en France ou en En- Europe? Partout.
tout confondu. Préféré. Allez, je vais. Bon, tout le Attention à monde, ce que tu vas dire. Hein. tout le monde est assez classique, c'est Spa et tout ça, mais Voilà. allez, je Ouais. vais dire un circuit que j'ai particulièrement adoré. Mon cœur balance. Zandvoort, c'était juste extraordinaire. Je suis tellement déçu qu'ils ne le remettent pas au calendrier l'année prochaine. Mais ouais, Zandvoort et Silverstone, c'est sympa. Beckett, c'est incroyable. Ah Comme oui. c'est l'enchaînement des virages rapides. Et que tu le fasses en GT3, GT4, tout ça, ça reste magique. Exactement. Ouais. On te croit sur parole. Voilà, tiens, il y a Virginie aussi qui nous pose une petite question. Ça fait une petite transition après vers le championnat de France et le championnat d'Europe de cette année. As-tu une anecdote, nous demande Virginie, de grosses boulettes ou voilà, que ce soit en karting d'ailleurs, ou en endurance, ou en sprint, peu importe. Souvenir voilà, d'une grosse boulette, il fallait pas la faire, tu l'as faite. Voilà. Ça Euh, peut être dans le paddock aussi. Ça peut être dans le paddock n'importe où. ouais, non, grosse boulette, grosse boulette. Bah, en fait, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est parce que c'est tout chaud, c'est la saison 2021. Et c'est ces petits points envolés où je te dis, je suis en partie responsable. C'est des trucs où je suis distrait sur. Par exemple, Manico, on doit faire 2 victoires. J'enclenche le pit limiter à la deuxième ligne alors que c'est à la première et tu fais un excès de vitesse à la con. Et voilà, c'est des points qui s'envolent et ça te coûte le titre à la fin de la saison. Alors après, avec des sites, tu refais un championnat et Oui. tu es champion tous les ans. Mais, euh, mais voilà, ça, on va dire, allez, Manicourt cette année, l'entrée de la pit lane. Ouais, Voilà. d'accord, ça marche. Alors justement, continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. Justement, on va arriver sur le championnat de France 2021, qui a commencé donc pour les Coupes de Pâques à Nogaro. Donc tout n'a pas forcément aussi bien commencé que les dernières. Euh, Ça s'est donc terminé au Paul Ricard. Donc vous étiez sixième, je crois, en arrivant sur le circuit varois au classement pilote. Et puis ben, ça a failli faire mouche finalement parce que vous finissez vice-champion avec Fabien. Ouais, alors tu vois, chaque titre ont été totalement différents. Les 3 premiers titres, on a fait un mauvais finish, très mauvais finish. Donc heureusement qu'on avait engrangé des points et on est arrivé avec un certain matelas d'avance. Euh, Cette année, c'était tout l'inverse. On avait perdu des points bêtement sur les premières manches. Et on s'est retrouvé avec une voiture compétitive pour une fois. Parce qu'il faut le souligner aussi pourquoi on faisait des mauvaises finales. C'est qu'on était relativement punis, enfin je trouvais en tout cas. En termes de performance, on n'avait pas les armes en plus pour se défendre. Donc ça, c'est assez frustrant. Mais cette année, on avait pleinement les armes. Et quelle finale! C'était finir un championnat sur un podium, c'est juste génial. Bon, après, le dénouement, voilà, on est vice-champion, c'est comme ça, à une place près. Thomas Drouet, que je félicite. Donc voilà, il a maintenu sa troisième place. S'il fait 4, on est champion. Après, il fallait que Fabien passe Gomard, mais il l'aurait passé. Parce que si les gens se souviennent de cette finale, elle était quand Et je même confirme, on s'en bien souvient très très amusée bien. et Ouais, bien sympa. Il y avait une belle mouche derrière Gomard. Donc voilà, ouais. Fabien, que je félicite, hein, il pilote remarquablement très très bien. Et du coup, ouais, j'avais mis une belle pression. Une bagarre incroyable ces derniers tours du championnat. Incroyable. Vous l'avez fait exprès, les deux équipes, là, AGS et Saint-Elox, c'était juste formidable. Franchement, moi je l'ai vécu en direct, hein, j'étais au circuit. Je peux vous dire que ça chauffait, quoi. Les gens étaient derrière les écrans et que va-t-il se passer? Et Thomas Bastin, évidemment, qui scrute le chronomètre parce que je crois que, pour parler de Thomas qu'on salue, qu'on a régulièrement en live, il restait quelques secondes pour faire un tour de plus ou pas. Mm. Et ce dernier tour a lieu. Ouais, Pour trop fort ça rien. fait- ouais, exactement. Ouais. Bon, Chouette. après, Fabien, il aurait fallu quand même qu'il saute le maillon Gomard. Bon, après, à la radio, quand on est dans le dernier tour d'un championnat où on peut être champion de France, on va chercher des ressources en termes de performance dont on ne s'est pas palpé. Et là, il l'aurait fait. Fabien, je le connais, c'est un battant. Et il aurait été chercher la victoire. Mais là, n'étant plus maître du jeu, donc voilà, il a laissé Nicolas Gomard filer vers la victoire. Et puis, c'était une très belle fin de championnat. Et je Ouais, salue magnifique. aussi The Voice
parce que je l'appelle The Voice, Thomas Bastin. Donc, ben voilà, Ah, bonne année The à lui. Voice. D'accord, on le savait pas, The Voice. Très bien. Il nous l'avait pas dit The ça. Voice. La voix belge. La voix Ouais. belge. Ah ouais, la Est-ce voix qu'il y a une belge qui carrière de est. chanteur? Je me permets, hein. Mais Vas-y, c'est pas- vas-y. Ouais, je sais pas, non. Derrière un simulateur, peut-être, mais chanteur, je sais pas. Ouais. Le roi du e-racing, tout à fait. Exactement. Exactement, ouais. Euh, une question qui n'a pas forcément à voir avec le sport automobile. On a eu cette chance, tous et toutes, qui étions au circuit cette année donc pour la finale du championnat de France, donc au Ricard. C'est vraiment différent quand le public revient comme ça dans le paddock, parce que je pensais pas qu'on allait pouvoir revenir dans le paddock. Est-ce que c'est quand même beaucoup plus plaisant pour vous? C'est quelque chose qui vous manque quand, voilà, à cause du Covid, il n'y a personne, c'est plat. Qu'est-ce que tu préfères finalement? Ouais, parce que moi, la course sans la famille, c'est pas la course. Encore une fois, il y a un moment, j'ai fait un choix. N'étant pas courtisé par un constructeur ou quoi, en 2014, c'était à deux doigts avec Audi, mais enfin bref. Moi, non, j'ai un boulot à plein temps. Les semaines sont bien occupées, bien animées. Et, euh, et aller sans ma famille sur un circuit, donc c'est même pas concevable. Donc nous, c'est un vrai équilibre de vie, c'est une vraie passion que j'ai avec ma femme et mes filles. Plus le public. Donc non, la course sans public et sans famille, c'est pas d'intérêt. Ouais, ouais, c'était vraiment sympa en tout cas. On a pu rentrer dans les paddocks, vous parler enfin, même si voilà, on n'a pas toujours le droit d'aller vous voir de très très près. En tout cas, on a pu le faire et c'était super sympa. Le GT2 aussi était à côté de vous et c'était bien. Mm, mm. T'as été voir un petit peu les teams GT2 ou pas? De Ouais, bien l'European sûr. Series? Ouais. Sûr, ouais. Et puis l'Audi encore, si. L'Audi en GT2, je trouve c'est une vraie réussite, quoi. Même si je suis pas VRP Audi, Nana, Tu pourrais. ouais, elle est quand même très très belle. Donc Ouais, non, c'est une belle catégorie, c'est clair. ouais, c'est belle catégorie. On va continuer de les suivre, c'est plutôt sympa. Et on le répète, un très 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 beau bruit de la Brabham. Voilà. Mm. Premier titre de champion d'Europe. Donc cette année en GT4, Grégory, avec 8 victoires, 11 podiums, champion Pro-Am. La question que j'ai mise sur le papier quand j'ai préparé le live, je me suis dit, une saison presque parfaite, presque un sans faute. Il y a que le Nürburgring où il y a une course où vous terminez pas, je crois. Mais c'est une saison parfaite. Mm. Ouais. Ouais, c'est de ma faute d'ailleurs. Non, 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 non. c'est grâce à toi, du coup. Ouais, non, c'est. Ah oui, tu parles du Non, non. Nürburgring, oui. Ouais, Oui, oui. honneur. Oui, autant Non, pour moi. non, Ouais. ouais, saison extraordinaire. Ouais, c'est clair. Euh, Si tu veux, les trois titres de champion de France, comment on les a construits, c'était voilà, en démarrant relativement bien les championnats. Et là, il a démarré parfaitement à Monza. Euh, Ce qui m'attirait pas dans le championnat d'Europe, c'était plus cette concurrence, c'est silver, il y a moins de respect qu'on peut ressentir en championnat de France. Donc ça va un peu plus au contact et tout ça. Malgré tout, ça m'a fait mentir parce que dès la première course, on est passé à travers les gouttes et après on est passé à travers les gouttes toutes les courses. Donc encore une fois, si pardon, si si on fait attention, on est performant, on joue aux avant-postes, bah, ça fait des courses limpides et puis on met des gros points et non, on l'a vu que notre binôme marchait parfaitement aussi. Alors il y avait des fois des courses de silver, des sans faute, donc il y avait un petit gap par rapport à nous en prom, mais on l'a vu que la jeunesse ou l'expérience de la vieillesse ou des vieux briscards comme moi, ont permis de faire la différence et même des fois de gagner overall, quoi. Ouais. Donc non, c'était la saison extraordinaire. Retrouver aussi les circuits européens que j'affectionne tout particulièrement. Le calendrier, il est juste magnifique, quoi. Ouais. Tu fais Monza, tu fais Barcelone, on l'a dit, donc Zandvoort, hein, que j'ai adoré. Tu fais Ah, Spa, il n'y a aucun circuit où tu prends pas ton pied, quoi. Aucun. ouais, ouais, ça c'est clair. Donc, Et vous avez fait un doublé à Barcelone pour la finale, hum, comme en 2018. Alors 2018, c'était championnat de France, je crois, qui hum. avait fait une petite pige, qui avait fait une pige en Catalogne. Donc juste retour des choses 3 ans plus tard. Voilà, doublé encore une fois.
Ouais, bah, tu vois, là, on pourrait le citer aussi dans les circuits où l'Audi est pas trop mal, alors pas autant que Manicourt, mais c'est vrai que l'Audi à Barcelone marche plutôt bien. Et, euh, et encore une fois, le circuit, Fabien le connaît bien aussi, donc on l'apprécie et on était deux victoires, très content de réitérer l'exploit qu'on avait pu faire en championnat de France. Exactement. Euh, une question tout à fait simple. Moi, je regarde toutes ces courses, toute la saison, et si je dois comparer un peu de ce que je vois, bien sûr, hein, je suis pas dans la course, mais du GT4 France par rapport au championnat d'Europe, le championnat d'Europe, quand ça s'envole, le départ, on se demande comment ça va passer. On se- c'est quand même une grosse meute. On a l'impression qu'il y a une énergie qui se dégage de ce peloton qui est, qui paraît incroyable. Il vaut mieux, comme tu disais tout à l'heure, il vaut mieux être aux avant-postes parce que ça, pardonne-moi le terme, Grégory, mais ça bastonne quand même pas mal. Et est-ce que tu trouves cette différence que j'ai à l'œil nu, moi, toi dans la voiture, est-ce que tu trouves que c'est effectivement le cas, en fait, entre le championnat de France et le championnat d'Europe? Alors, Si oui tu et vois ce que non. je veux Ouais, dire, ou je bien me suis pas sûr. exprimé, Ouais. ouais. Ouais, oui et non. Déjà, pour te donner la vision de moi que je peux te donner, euh, quand tu es acteur du sport, c'est nettement moins impressionnant que quand tu es spectateur. Ça, c'est sûr. Toi, le GT3, j'en ai fait 5 6 ans. Maintenant, je regarde ça en tant que spectateur et je dis, mais comment tu peux rouler dans des caisses comme ça? C'est des caisses de fou. Le plateau, il est magnifique. Et pour autant, on te donne un casque, les gants, tu te mets dans l'arène et puis tu te remets dans le sujet. Un freinage, un dégressif, une motricité, l'exercice reste le même, quoi. Donc après, tu t'enfermes là-dedans et c'est comme, voilà, le circuit, c'est comme un métronome et t'essayes de tirer au mieux de ton pilotage et puis de ta machine. Donc non, c'est plus impressionnant côté spectateur, ça. Et pour D'accord. faire le parallèle entre le GT4 et la France et l'Europe, bon, en termes de volume de voitures, je crois que c'était à peu près équivalent. C'est Ouais, similaire, oui. similaire. Mais c'est vrai que il y a beaucoup plus de jeunesse, de fougue en Europe. Et donc, il y a un peu plus de contact, hein, c'est sûr. Donc il y a un peu moins de respect qu'en championnat de France. Donc, ça fait des courses un peu plus animées, tout simplement. Malgré tout, le championnat de France, en Pro-Am, la qualité de notre plateau, il était un petit peu plus élevé que ce qu'on avait en Europe, dans notre catégorie, en tout cas. Oui, oui. Mm. Bah, les deux championnats sont très très relevés, hein, d'ailleurs, Ouais. et au fil des années, on voit bien que ça ne cesse d'augmenter. Justement, c'est ce que je voulais un petit peu avoir comme ressenti de ta part. C'est ton regard justement sur parce que tu as 39 ans et tu cours dans ces compétitions depuis très longtemps, donc ça c'est top, tu as ce recul. Euh, Qu'est-ce qui évolue dans le bon sens et à la limite, qu'est-ce qui évolue dans le mauvais sens? Si tu peux nous en parler, bien sûr. Je parle du niveau, je parle de la réglementation ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui, selon toi, a évolué dans le bon sens sur ces championnats GT? Qu'est-ce qui évolue dans le monde? Déjà, Ouais, moi, j'ai pleinement cautionné le retour. Moi, je prône là où tu existes, pour moi, pour un pilote français, hein, euh, bah, c'est dans ton championnat national, ça c'est sûr. Après, encore une fois, hein, il y en a, ils le font pour être connus et il y en a qui le font pour soi-même. Moi, je le fais plutôt pour moi-même. Euh, mais donc, voilà, j'étais pour le retour au GT4 et ce que j'affectionne tout particulièrement, et j'admire, même si je connais peu Stéphane Rattel, alors que ça fait plus de 10 ans que je roule dans ces séries, bah c'est voir autant de voitures sur une grille, quoi. Donc ça, c'est d'année en année, je préfère rouler à 40 caisses qu'à 15. Ça, je trouve ça magnifique. Euh, Après, une certaine rigueur aussi. La Covid, ça n'a pas que du mal. Tout ce qui est aspect briefing et tout, ce qui est assez chiant, les contrôles vêtements et tout ça. On fait des briefings internes maintenant. Donc, ça a du bien, toi, dans le sport. Il y a des petites choses qui ont évolué dans ce sens. Après, non, il y a une certaine rigueur. Le directeur de course, Alain Adam, fait parfaitement son boulot. Euh,
Donc non, cette rigueur qui est d'année en année ouais, m'épanouit, quoi, me plaît pleinement pour continuer en tout cas. Ouais, puis on voit bien que les jeunes qui arrivent sont plutôt très forts. Les anciens leur laissent aussi, s'en laissent pas compter. Ça, je trouve ça très très sympa. On voit justement par exemple les McLaren, Yann Autosport qui sont arrivés donc cette année, en 2021, pardon. Oui, Willy, je suis désolé, j'ai toujours oublié qu'on avait changé d'année. Voilà. Ça m'arrive souvent. Ne Voilà, t'inquiète je me crois pas, toujours en ça 2021. arrivera à tout le monde. Voilà, l'année 2021 n'a pas été reportée. Elle est toujours, elle est morte, comme on dit. Voilà, donc c'est super intéressant et on voit des jeunes comme voilà United ou même Loris Kabirou, par exemple. On parlait tout à l'heure un petit peu en off Ouais, Loris, ouais. de Loris, d'AGS et ça c'est plaisant. Ça c'est plaisant et on voit justement que Willy est là pour en attester. Tous ces jeunes qui viennent de la monoplace, qui n'hésitent pas à venir en GT parce qu'il y a un réel avenir et à se faire les dents dans les championnats qui ont un très bon niveau. Ouais, non, c'est sûr, hein, la jeunesse pousse. On voit que tout à l'heure, tu as mentionné le e-racing. Moi, j'en fais pas du tout partie. Après, tu as enfin, des pilotes de ma génération qui sont pleinement baignés dedans. Donc, non, les jeunes arrivent de plus en plus tôt. Ça n'a pas été mon cas. Malgré tout, je pense que je fais partie Alors, chez Peugeot, ils m'appelaient le dinosaure, mais, ou le capteur. Mais non, si tu veux, je pense, je fais partie des repères, comme ont pu faire partie certains pilotes pour moi-même à l'époque en championnat de France. Donc, je fais partie des repères peut-être, pour les gens qui veulent continuer à s'ouvrir ou rentrer dans cette famille ou dans ce sport. Tu as besoin de repères et je suis content d'en faire partie. Mm. Euh, Même si je fais ça pour moi-même, bon, on est toujours content d'avoir une certaine reconnaissance. Ouais. Ouais, c'est sûr, exactement. Alors Greg, avant de parler de 2022 et d'une autre chose aussi, je vais t'embêter un petit peu tout à l'heure, tu verras, ça fait pas mal. Je vais te poser pas mal de questions parce que parfois ben, le chat est pas toujours vivant, mais là il l'est. Donc je vais te poser les questions à la volée, ça te dérange pas? Et Ouais. puis après on finira le live parce qu'on est déjà ensemble depuis 3 quarts d'heure, même si on se régale, sur ta vision un petit peu de l'endurance à venir. 2022, on fera un petit jeu aussi. Et puis voilà. Virginie qui nous dit, non, elle se rappelle un souvenir, dire que nous étions dans les mêmes teams karting ensemble. Voilà. Alban qui nous dit, le karting est-il, pardon, une bonne préparation physique pour le GT ou pour le sport auto en général? Ah ouais, c'est clair et net. Le, le- Tout ce qui est muscle, enfin, tu travailles d'autres muscles, mais si tu peux te mettre un peu la caisse et rouler en karting, bah, il n'y a rien de mieux, quoi. Il a rien de mieux. Exactement. Tanguy Campamizzi, la Clio Cup chez Saint-Éloque avec la victoire à Nogaro, pour l'exclamation. Et ouais, salut Tanguy, ça fait un bail. Je roulais avec son tonton, là, Lionel Mazar, que je salue aussi. Non, ouais, c'était 2009, ma première infidélité à Peugeot, on va dire. Je me suis un peu égaré. Mais pourquoi? Parce que Saint-Éloque était inscrit en Clio Cup. Et il m'a dit, tiens, il en reste une. Si tu veux, pour tel budget, tu fais la saison. Bah, pas de problème. Et c'est vrai qu'on a détrôné un des piliers de la Clio Cup et qui est toujours aux avant-postes. C'était Nicolas Milan. Mhm. Et donc j'arrive, je fais les deux pôles. Deux pôles, première course, victoire. Donc ouais, j'étais pas peu fier. Ouais. Bon Un beau souvenir souvenir. alors. Un beau souvenir. Exactement. L'élève a dépassé le maître ce jour-là. Magali, j'ai posé ta question. Christophe Potro, on lui fait un gros bisou. Quel souvenir retiens-tu de ton test avec la 908 Peugeot? Peugeot qui revient en endurance, évidemment, cette année. Voilà. Ah, ça, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux. Déjà, c'est le départ de mon contrat de pilote semi-officiel, on va dire. Enfin, pilote de l'ombre chez Peugeot. Euh, mais c'est là, les gens qui regardent la F1, et je suis passionné de F1 et tout ce qui roule, moto et tout ça, tout ce qui est sport mécanique, on s'imagine pas comment l'aspect physique peut être important. Et donc là, c'était au Castellet, hein, il y avait la grande ligne droite. Au bout d'un tiers de la ligne droite du Mistral, tu es déjà à 300 et tu finis à 330 quasiment avant la courbe de signe. Et là arrive le Bosset, donc c'est un double droite sur le circuit que tu affectionnes, Jeff. Oui, Et je vois là, tu as bien. juste la tête qui est collée à gauche.
Et tu peux pas faire plus de 7-8 tours. Si t'es pas habitué, même si tu fais beaucoup de karting et tout ça, les muscles sont pas là, les muscles du cou. Et tu as la tête qui fout le camp et qui te dit ben, je peux pas faire 8 tours, quoi. Bon, après, tu t'habitues. Non. Donc, ça, c'était l'aspect physique, bestial. Et puis, non, c'était juste magnifique. C'était une voiture aboutie. Alors, sans les aides, c'était inroulable, on va dire. C'était pas comme la Pikes Peak. Mais non, quel souvenir. On en redemande, quoi. Quand tu m'en parles, toi, j'ai dit, j'aimerais tellement qu'on m'appelle et voilà, refaire un test sur une voiture comme ça. Mais bon, voilà, ça fait partie du passé et tu te dis, bah, tu fais une coche et tu dis, bah, ça, j'ai fait et puis Ah, je c'est ferai magnifique. plus. Et puis voilà, mais Oui. tu gardes ça en toi. Ah oui, et puis c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ça, c'est clair. On est bien d'accord. Lucien Monté, on parlera de ta question juste à la fin parce que justement, c'est le programme 2022. Greg, as-tu une anecdote de grosses boulettes? On l'a dit. Magali, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il nous fasse voir l'un de ces casques qui se trouve derrière lui? Effectivement, on voit souvent beaucoup de bleu, de jaune sur tes casques. Allez, prends celui que tu as Ok, bah, le envie. dernier, hein. Le Le dernier. dernier, ouais. On l'a Ouais, vu sur les photos en fait, c'est pour ça qu'on de cette est, année. on n'est pas champion parce que tu vois, je l'ai fait peindre et gravé dans le marbre, donc voilà, il voulait pas être remplacé celui-là. Non, Ouais. celui-là, je l'aime tout particulièrement. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai le nom de mes filles. Donc Eva qui est née en 2010 et puis Jordan en 2010 et 2013. Donc voilà, et puis j'ai rajouté le nom de ma femme. Donc c'est une vraie passion de famille. Euh, et ce casque. Si vous connaissez Franck Pereira, donc Oui. voilà, qui connaît pas Franck Pereira en karting, donc les premiers traits, les premières esquisses viennent de lui. Et puis après, bah voilà, je suis resté sur ce design-là. On était tous à l'internat. Moi, j'ai étudié au Mans, au lycée Le Mans Sud. Et on dessinait tous nos casques jusqu'à pas d'heure, là. Et puis, une fois qu'on trouve son casque, c'est sa carte d'identité. Ouais. Et puis je l'ai gardé. Et puis les peintres, donc moi je le fais peindre chez Gregory Brandt. Mhm. Et voilà, les graphismes ont évolué. C'est juste deux super, super pièces, quoi. Ouais, magnifique. En tout cas, j'espère qu'on l'a bien vu. Il était peut-être un petit peu bas. Ah Remonte-nous-le ouais, bien haut, non? Allez, plus haut, excuse. voilà, plus haut. Non, non, il n'y a pas de Bon, souci. Saint-Éloque, hein, comme d'habitude. Saint-Éloque, et puis le nom des filles, je sais pas si tu vas voir, mais voilà, On là, voit. il y a Ouais, on voit. Eva, et puis les trois titres, là. Voilà, Voilà. voilà. Il faut rajouter le quatrième. Et ouais, 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 ouais. Eh oui, il va Mais c'est falloir pas faire un peu de donné, place. hein. Ça fait Oui, oui, c'est des pièces qui sont pas données, mais non, c'est exactement. c'est des beaux souvenirs. Ouais, c'est chouette. Merci en tout cas. Ton virage préféré, nous demande Alban, que je salue évidemment. Ton virage préféré, tout type, tout circuit confondu, hein, Europe, Non. France. Ouais, ton Ouais, bah, virage préféré. je vais le reciter. C'est Beckett's à Silverstone. Allez. Ça marche. Malgali, très Pourquoi, bonne toi, question. je pourrais dire Ouais, excuse-moi. Rédillon, toi, un peu comme beaucoup de pilotes, mais ça, c'est pareil, c'est un circuit tellement dur, tellement exigeant, surtout en GT. Toi, je pense en monoplace, toi, Will, qui est plus voilà, typé monoplace, il y a des circuits comme ça où une monoplace, c'est presque easy, c'est pas des virages. Et nous, en GT, c'est des vrais virages, je peux vous dire. Quand on dit le raidillon, il faut qu'il vienne à toi. Bah, c'est ça, c'est tour après tour et c'est un feeling et tu remets du gaz. Et oh, il y en a, ils disent, ouais, c'est easy flat, mais non, non, c'est un vrai exercice. Et pour moi, c'est un très beau circuit, c'est pas bien sûr. Mais, euh, mais voilà, il y a des virages comme ça qui sont beaux, mais difficiles aussi à prendre. Ça marche. Ouais, le Rédillon, évidemment, il revient souvent, hein. Mais il y a quand même de très beaux virages partout dans le monde. Faut pas. On se fixe souvent sur Spa. Spa revient quand même très très souvent. Ouais, bah, c'est ce que Oui, j'entends beaucoup. Mm. ouais, ouais. Et pas que le Rédillon d'ailleurs. Voilà. Petite pensée pour Pierre Guidi, par exemple. Magali Fouquet, encore une fois, s'il devait créer son propre team, très bonne question ça, comment l'appellerait-il et quels seraient les pilotes qu'il choisirait? Oula, putain. Allez, Ouais. je vais t'aider. Tu dois créer un team. Comment tu l'appelles? Parce qu'il faut que tu fasses les 24 heures de Spa en one shot au mois de juillet. Allez, comment t'appelles ton team et tu prends qui comme pilote? T'as le droit de monter dans la voiture, hein. Le nom du team, moi, je suis peu, moi, comme ça, à chaud, là, tu me prends vraiment.
Euh, je sais pas, moi. Non, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Je vais pas Bah, t'aider. Guil Ver Racing, Ouais, la Guild Team. Guil Non, Team, voilà, Guild Team, non. et Ouais, les non. pilotes. Allez, tu as 3 Les pilotes pilotes. à recruter. Voilà. Alors, tu vois, moi, je suis très français Tu prends ce que tu veux, hein. et je suis, et je Qui tu suis, veux. et je suis voilà, passionné de tous ces Français que j'ai côtoyés de ma génération, on va dire. Tu prends des Kevin Estre, tu prends hein. Ouais, on me souffle Team 8, tu vois. C'est vrai que je suis passionné du chiffre 8. Et Ah, donc, on et, te et- souffle, d'accord. et donc, on m'a soufflé la réponse. Non, ouais, des Kevin Estre, t'as qui euh, non, tous ces jeunes pilotes qu'on percé, les Patrick Pilet, tout ça, qu'on cru en eux, des Loïc Duval, euh, qui a fait pas forcément les moyens, tu vois. Et le sport les a bien remerciés parce qu'ils ont persévéré, ils ont cru en eux. Et puis, et voilà, ils ont des très belles carrières. Et chez les Et, vieux pilotes, je vais dire, parce que je suis très ami et je dois beaucoup à Eric et Larry. Donc, ah oui. je vais dire, je le prendrai voilà, comme on va dire, comme numéro zéro. Il fera la référence. Exact, ça Mm. marche. Jean-Philippe Ligier, combien fait-il de journées test entre les courses? Et très peu parce que c'est Très coûteux. peu, ouais. Ouais, très peu, c'est coûteux. Maintenant, ce qui est pas mal, ils ont mis des journées officielles le jeudi. Donc ça permet d'appréhender les circuits qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi. Quelqu'un qui fait que le championnat de France et qui veut changer et vivre un autre championnat, donc comme l'Europe, le jeudi te permet d'apprendre les circuits sans te déplacer un week-end avant et tout ça. Mais te dire, dans une saison, là, donc là, ça fait quasi 12 courses. Enfin, ça fait 12 meetings, ça fait 24 courses. On doit faire 5 journées d'essai. 5 journées D'accord. d'essai. Ouais, c'est pas. Et lui, il est sur. Tu peux dire, il est sur ma job list, lui, hein, mais il veut pas de moi. D'accord. Là. Ouais. Il veut pas. Ouais. Bon. Tu vois, ça, c'est un profil. C'est un profil. Jean-Philippe, c'est sûr, je l'aimerais bien en tant qu'amateur. Mais bon, il veut pas dépenser ses sous. Donc voilà. Bon, ça sera une petite cagnotte alors. Voilà, Jean-Philippe. Ouais. Vincent Delas, on va en parler tout à l'heure. Mététal Thomas, donc Thomas Mététal, Ouais. pardon, qu'on connaît très bien, qu'on salue encore une fois. Salut Greg, karting avec Gatoche en 2022. C'est un message privé, ça. Ouais, non, mais Gatos, bah, c'est celui que je t'ai dit, hein, de Houille. Ouais, voilà. Donc, l'ancien associé de la famille Mich et l'importateur Birel TM, Ouais. où il y a un paquet des frangins mététos qui ont roulé là-bas. Donc voilà, salut Nico. Non, 2022, du kart sûr et avec mon Jean-Louis Gatti certain. Donc voilà. D'accord. Après, moi, j'essaye de savoir ce que je vais faire en sport auto, et puis après, je meuble les championnats ou les courses que je peux faire en kart. Donc, Ouais. Tu bouges ces mais petits c'est trous sûr comme qu'on me ça. verra minimum sur une ou deux courses l'année prochaine. Ça marche, super. Alors, tu lui fais signe parce qu'on ira te voir. Mm. Ouais, c'est plutôt sur Paris? Non, pas forcément. Non, non, bah là, Non, c'est moi, pas. c'est beaucoup de championnats de long circuit, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Et il me semble que je vais avoir un clash de date pour la course de Carole. Et donc, après, c'est la course de Lyon au mois de novembre. À Lyon, Donc, voilà. Ouais. donc, euh, Lyon, donc, c'est moi, pas très loin. Ça ouais, marche. je serai là-bas. Ok. C'est Alban qui peut y aller te voir. Il habite à côté. Ouais. Jean-Philippe Le Gros, étendument, quand est-ce que vous passerez par le Bugatti? On va vous répondre tout à l'heure, Jean-Philippe. Voilà, on a fait le tour des questions et certaines, on y a répondu aussi pendant le live. Voilà. Une dernière petite chose, ou presque, Grégory. Tu sais comme moi évidemment que la CO se rapproche du SRO pour 2024, notamment pour le GT3 au Mans. La CO s'est rapprochée de l'IMSA pour le LMH et le LMDH au Mans. Voilà, donc tout ça va prendre forme ces prochaines années, donc très très vite, avec notamment le retour de Peugeot et de plein d'autres marques, notamment Ferrari, j'en passe. Euh, c'est
c'est une bonne chose, j'imagine. Je pense que tu penses ça, mais surtout, est-ce que ça donne pas envie à des pilotes comme toi, par exemple, de peut-être aller chercher un petit peu plus de budget et puis de viser le point de mire 2024 avec une GT3 au Mans. C'est des choses qui peuvent vous revenir du coup parce que c'est quand même une réelle possibilité et, pour des pilotes même ne serait-ce que amateurs ou qui ont un excellent niveau comme toi d'aller au Mans en GT3. Ouais, bien sûr, mais comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, pour moi, quand tu parles de sport auto aux gens qui connaissent pas forcément ce sport, ils te disent tu fais de la F1 ou tu as fait les 24 heures du Mans. Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc après, les gens pas passionnés, ils déconnectent vite fait. Mais, euh, mais voilà, j'avais dit jamais le Mans pour mon cas, parce que j'avais pas les moyens et ni de le faire dans de bonnes conditions avec une bonne écurie. Par contre, c'était quand même accessible financièrement il y a 15 ans et ça l'est beaucoup moins maintenant. Donc, est-ce qu'avec cette ère GT3, ça le sera à nouveau? Je suis pas sûr, mais c'est vrai que ça va laisser la porte entrouverte et il y aura des gens comme moi qui ont pas mal bourlingué en GT3 qui vont se dire bah non, c'est accessible. Si les budgets sont un peu raisonnables, eh ben, pourquoi pas tenter l'aventure. D'accord. Bon, on te le souhaite en tout cas. Voilà. Ouais, mais Ouais. Alors pour l'année prochaine, est-ce qu'on reverra, est-ce que tu retentes ta chance en GT4 European Series, en championnat de France? Est-ce que tu peux nous dévoiler, si tu peux, ton programme pour 2022? ouais, non, donc, en France, donc, l'ensemble des écuries ont payé le binôme Guilbert-Michel pour qu'on ne soit pas sur la grille, en fait. Donc, on les remercie, hein, on a passé un bon hiver, on va aller au ski. Non, non, euh, Fabien, il l'a refait pour moi cette année. C'était l'année un peu de trop. Mais ça, et je le savais déjà avant de me rendre à Nogaro. Euh, et Seb a dit, par contre, d'accord, tu veux faire l'Europe, mais c'est le France ou l'Europe ou rien. Et du coup, c'est comme ça on a réitéré, on a essayé d'acquérir une quatrième couronne. Et on était à deux doigts de le faire. Mais non, moi, je suis plus dans la continuité et la fidélité. Fabien, il est plus dans le challenge. Et c'est sûr qu'on ne refera pas le France ensemble, en tout cas, ça c'est certain. Après, il est vraiment très tôt pour moi parce que tous les ans, les saisons, ils se dessinent très très tard chez Saint-Éloque pour plusieurs raisons. Le budget, les accords, après, il a un calendrier bien occupé entre le GT3, les courses exotiques, le Landros. Donc voilà, on va commencer à s'appeler. On s'est quasi pas appelé depuis la finale du Castellet. Mais ce qui me tient à cœur, c'est repartir en GT4 en Europe, en tout cas avec Fabien. Donc ça, voilà, c'est le point de départ. Le championnat de France, c'est en faire partie, mais différemment. Repartir avec des gens que j'affectionne. Comme je le disais, hein, toutes les saisons ont été belles. On rencontre des belles personnes. Et du coup, mon choix sera peut-être pas le meilleur sportivement, mais je l'espère humainement. Donc ça, voilà, je peux pas en dire plus. Pour mes 40 ans, donc 40 ans le 8 mai de cette année, Oui. j'aimerais me payer, suivre un peu le challenge que Fabien se fixe en 2022. Lui, Oui. il a à cœur de partir un peu en proto, Oui. explorer le LMP3. Alors financièrement, moi, je ne pourrais pas l'accompagner. Et en plus de ça, si on veut être présent en GT4 France, il y a deux clashs de date avec les deux premières du LMP3 en Michelin Le Mans Cup. Et du coup, c'est faire au moins la manche du Mans, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, je ne le ferai pas en GT3, je le ferai peut-être cette année sur une LMP3. Mais pour ça, j'ai toujours pas le team ni le coéquipier. Et pourquoi pas le faire avec Fabien, serait super. Ce serait formidable. D'accord. Voilà, Exactement. donc encore un gros programme à venir. Et puis, allez, on croise les doigts pour ton anniversaire avec un Road to Le Mans qui pourrait être super sympa. Voilà. Exactement. En tout cas, on te le souhaite. Un beau programme à venir, alors. Tu vas sûrement te régaler. On te souhaite bonne chance. Un petit jeu pour terminer, Greg. Le ni oui ni non. Le nom du jeu est pourri. Juste pour te dire que tu dois
On te donne on me le dit à chaque fois, donc je le garde. Ah oui, comme il est pourri, je le garde. Je te donne deux propositions et tu es Ouais, obligé d'en choisir une. D'accord? ouais, Voilà. C'est un petit jeu qu'on a inventé avec Virginie un soir d'été. Voilà. d'accord. Monza ou Paul Ricard? Monza, Melun ou Paris? pareil. Football ou basket? Basket. Ouais. Ouais. Euh, ouais, basket, c'est bien. F1 ou LMH? F1. F1. Wake ou IMSA? Wake. Wake. Pizza ou McDo? Pizza. Pizza. Blancpain ou GT World Challenge Europe? Euh, GT World Challenge. Ouais. Jamais fait et j'aurais bien aimé. Ouais. Karting ou une soirée entre amis? Karting. Karting. Laurent Mercier ou Thomas Bastin? Hein. Laurent Mercier ou Thomas Bastin? Ah là, mon cœur balance, là, ça se fait pas, Ah ça. bah oui, plus ça avance, plus c'est dur. Et encore, c'était Allez, sympa. mon The Voice, allez, Thomas. Allez, Thomas, d'accord. Surgelé ou fait maison? Eh, là, c'est une question qui, voilà, pour moi, c'est T'es pas mon obligé de ADN. répondre celle-là. Ouais. Voilà. Surgelé, par obligation, avec Patrigel, surgelé. Exactement, voilà. C'était un petit clin d'œil à Bah, ton activité professionnelle. Exactement. Bah, écoute, Grégory, je te remercie. On passerait bien encore une, deux, trois heures avec toi, mais on te réinvitera. Pas de souci, ça serait bien de le faire avec Fabien, à la limite, hein, un petit live tous les deux en même temps, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On n'a pas souvent des pilotes GT4 qui viennent nous voir, mais en tout cas, ça fait très 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 plaisir. Je remercie Willy qui était aux manettes ce soir, tous ceux qui ont pu participer dans le chat, ceux qui nous ont regardés, Roman, évidemment, Romain Didier qui nous a aidé à préparer ce live. Un gros coucou à Alban, encore une fois à Willy, à Virginie bien sûr, et la tradition, Grégory, c'est Ouais, que l'invité chez nous, il conclut l'émission. Voilà. d'accord. Mais écoute, merci à toi, Jeff, merci à Willy, merci à Alban, qui est en back-off. Donc, non, un grand merci à vous pour cette invitation. Moi, je te l'ai dit, hein, je suis pas, je relais peu de choses et je suis peu actif sur les réseaux sociaux. Mais voilà, un grand merci à vous, un grand merci à Romain Didier qui voilà, m'écrit et me supporte depuis des années. Et voilà, c'est un vrai plaisir toujours de continuer dans cette fidélité-là. Donc merci à Romain Didier et merci voilà, à tous les gens que j'ai pas pu voir ce soir, mais merci pour leurs questions et rendez-vous en 2022. Ça marche. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Au revoir.